Salam la famille, Ballon Jolof Orange, débrief du Game Tour avec coach Didier. Boston enfonce le clou 2-0. Le score c'est 105 à 98. Alors, Didier, quelles sont tes impressions du Game Tour là? Bonjour à tous, salam la famille Ballon Jolof Orange. Game 2, on a espéré un renouveau ou bien un réveil de Dallas. On ne l'a pas eu. La défense de Boston a pris le pas sur l'attaque de Dallas. Toujours les problèmes d'adresse que Dallas n'a pas su régler. Un véritable manque d'adresse. Après, il y a eu aussi les pertes de balles qu'on peut corréler aussi à une forte défense, mais aussi il y a quelques pertes de balles qui ne sont pas liées à une forte pression défensive. En fait, c'est des pertes de balles que je dirais c'est trop léger en fait. Certaines pertes de balles de Luka, etc. Donc, tout compte fait, le fait majeur qu'on doit retenir, c'est que Dallas est en panne d'adresse et contre cette défense de Boston, ils ne pourront pas survivre en étant en panne, en manque d'adresse. Donc c'est ça le fait majeur à retenir du match. Ok. Moi, mon fait majeur à retenir, c'est Uncle Drew, Kyrie Irving, Monsieur Gandhi, Monsieur mentalement. Actuellement, je suis impénétrable. J'ai grandi. Les fans de Boston, ils ne peuvent pas rentrer dans ma tête. Moi, le fait majeur, c'est Kyrie. 16 points, 2 rebonds, 6 assists, 7 sur 18 au shoot. À aucun moment, on a senti dans le match que Kyrie pouvait changer le game. À aucun moment. Kyrie, l'un des meilleurs joueurs all-time en one-on-one. Mais Kyrie, il ne peut même pas se défaire de son défenseur direct. C'est le fait majeur du game pour moi. Pour moi, Luka a été tout seul. Je pense qu'il a dû mettre au moins 26 points en première mi-temps. En deuxième mi-temps, il a été un peu moins visible offensivement. Mais c'est parce que Kyrie, pour moi, il n'a pas été au niveau. Uncle Drew n'a pas été au niveau. Et Dallas ne peut pas gagner si Kyrie ne fait pas le taf. Je trouve que dans cette série, même que PG Washington est mieux que Kyrie Irving. Et pour moi, ça, c'est pas normal du tout. Du tout. Moi, ça, c'est mon gros coup de gueule. C'est Kyrie. Il déçoit beaucoup. Voilà. Donc du coup, c'est ça. Moi, je vais faire un coup de gueule sur Kyrie. Je trouve que Dallas, globalement, par rapport au Game 1, ils sont bien rentrés dans le match, je trouve. Parce que ils ont bien défendu. Le premier quart-temps, ils s'en sortent. Hein. Je pense qu'ils mènent même ils dominent même le premier quart-temps. Oui, 28 à 25. Ils font une bonne entrée en matière sur ce Game 2. Mais après, au fil du match, ils se sont éteints. La défense de Boston a pris le pas, quoi. Et comme tu l'as dit, Kyrie n'est pas au top, n'est pas top. Il n'a pas une grande adresse et des fois il a surjoué. Je trouve qu'il a surjoué parce qu'il a voulu répondre. Il a voulu répondre aux supporters. À un moment donné, il a voulu prendre le match sur lui-même, etc. Il a surjoué, quoi. Il aurait pu laisser le match venir à lui, prendre des tirs faciles, ne pas se compliquer la tâche, fixer et faire des passes. Et après, petit à petit, retrouver un peu de confiance en mettant quelques shoots. Mais à un moment donné, il a un peu forcé et ça l'a fait déjouer, quoi. Et un bon lieutenant de Doncic, il doit scorer un peu plus parce que globalement, le banc de Dallas n'est pas au mieux. Et même le 5 majeur, hormis PG Washington, tu l'avais d'ailleurs relevé tout à l'heure, le 5 majeur de Dallas, les autres joueurs du 5 majeur ne scorent pas beaucoup. Donc, et le banc de Dallas aussi n'est pas d'un grand apport. Je pense après on pourra peut-être donner les stats. Voilà. 9 points le banc de Dallas, 9 points. Le banc de Boston, 17 points. Voilà.
Donc, et même sur les 2 matchs cumulés, l'apport du banc de Dallas reste quand même assez faible. Le scoring est trop. Ça repose trop sur Doncic. Et donc, il faut que les autres puissent être des menaces pour que cette défense de Boston puisse être prise en mal. Sinon, ça le facilite un peu la tâche et ils vont continuer à mettre beaucoup de pression défensive sur le ballon et sur les autres joueurs. Et ils sont très bons sur les aides. Il faut vraiment que Dallas trouve des solutions avec ses power forward, que ce soit, je l'avais dit, que ce soit P.J. Washington ou Derek Jones Jr. Bon, moi aussi, ce que je voudrais rajouter à ce que tu viens de dire, c'est que je trouve que Derek Jones Jr. est un peu pris par l'enjeu des finales là. Parce que quoi qu'on dise, first round, second round, finale de conférence, il a été au niveau. Il était agressif, il mettait ses 3 points. Mais là, avant-hier, lors du Game 2, mais je l'ai vu rater un wide open shot, mais comme disent airball, comme disent le reporter, way off the rim, mais loin du cercle. Et ça, même quelques briques, même pas seulement lui, même les autres aussi, ils ont fait quelques briques sur des open shots. Donc ça, c'est impardonnable. Oui, c'est impardonnable. Donc Derek Jones Jr. qui envoie des briques, il est tout seul à 45 degrés, il rate. Et faudrait aussi que je rappelle que Dallas n'a pas encore mis un panier à 0 degré des finales, à 3 points. Ils l'ont pas. Oui, c'est vrai que tu l'avais relevé déjà lors du Game 1. Alors que c'était une partie du terrain où ils étaient quand même relativement adroits. Là, ils n'ont encore mis aucun shoot à 0 degré à la longue distance. Voilà. Et l'autre stat, c'est que, comme on l'a dit, Kyrie n'a pas mis de 3 points sur 2 matchs. Et cette défense va continuer à les obliger à tirer longue distance. Donc, s'ils n'ont pas d'adresse, ils ne pourront pas survivre. Et comme ce game 3 est un must-win, il faut obligatoirement qu'à la maison, ils retrouvent leur repère et qu'ils retrouvent un peu d'adresse. Au moins pour ne pas tuer complètement le suspense sur ces finales, quoi. Bon, je suis d'accord avec toi, totalement. Kyrie, 0 sur 8 à 3 points, 0 sur 5 lors du Game 1, 0 sur 3 lors du Game 2. Donc, ça fait 0 sur 8 pendant ces finales. Et je trouve qu'il n'a pas eu des shoots 3 points difficiles. Il a eu des shoots ouverts. Il en a eu quelques ouverts et voilà, il ne les a pas mis. Voilà, donc du coup, ça, c'est très, très compliqué. Maintenant, on va parler encore de Luka. Luka, moi, je trouve qu'il a perdu, tu l'as dit tantôt en début de débrief là, qu'il a perdu des ballons et des ballons qu'il peut-être n'aurait pas dû perdre. Il a perdu 8 ballons, je trouve que c'est beaucoup. Et surtout, dans un momentum où le match où Dallas pouvait revenir, il a perdu des ballons. Je pense que c'était une mauvaise passe. White qui récupère, qui donne à Jrue Holiday qui donne à Al Horford pour Jrue Holiday. Et il met le 3 points. Et je pense là-bas, ils sont à plus 14. Ils sont à plus 14. Et donc du coup, c'est ça quoi. Maintenant, que penses-tu des Celtics? Parce que quoi qu'on dise, Dallas est bien rentré dans son match, dans son Game 1. Brown n'a pas été trop adroit. Tatum, bon, niveau d'adresse, par euphémisme, je vais dire qu'il est en délicatesse avec son shoot pour ne pas dire qu'il est vraiment catastrophique au field goal. Et pourtant, malgré la pression défensive, malgré l'adaptation qu'a essayé de faire Jason Kidd, Boston quand même a réussi à gagner le match. Voilà, comment tu peux expliquer ça? Mais Boston joue sur ses qualités. Boston ne force pas. Par exemple, Tatum, c'est un des joueurs majeurs de Boston. Mais il force pas. Il laisse le match venir à lui. Même quand il ne met pas ses shoots, qu'est-ce qu'il fait? Il continue à provoquer, à être agressif. Et quand la défense est regroupée, elle l'empêche de finir en pénétration, il trouve une bonne passe. Je pense qu'il a terminé au moins à 12 passes sur le match. Pour un scoreur comme lui, c'est pas anodin.
Ça dit qu'il ne force pas. Tout à l'heure, j'analysais le match de Kyrie en disant que peut-être des fois, il a eu tendance à prendre quelques chutes difficiles, etc., sur certaines possessions. Mais là, Tatum, il joue comme quelqu'un d'expérimenté. Même Brown, à un moment donné, quand il a vu que ça n'entrait pas, il a continué à faire un peu de fixation, un peu de toute façon, c'est son fonds de commerce, l'agressivité sur pénétration. Après, on ne peut pas aussi ne pas mettre un point d'exergue sur le match que fait Jrue Holiday. C'est un match intelligent parce que chaque fois que Tatum pénètre ou bien il est en difficulté, lui, il coupe au bon moment, il reçoit une bonne passe et il met le panier. Et il a fait non seulement un très bon match en défense, mais il a quand même fait un bon match en attaque. Ce qui fait que Boston on peut dire que c'est un monstre à plusieurs têtes. Les autres joueurs du 5 majeur arrivent à scorer, tant bien que mal. Et quand on regarde la répartition du scoring, White, il met des points décisifs à un moment clé du match où Dallas était en train peut-être de revenir. White a mis quelques très bons shoots. Il a terminé à quoi? 18 points. Voilà. Jrue les termine meilleur scoreur de tout le game. Avec 26 points. Non, pas de tout le game. Il y a Luka qui mais au moins meilleur scoreur à Boston. Donc, oui. et on a Brown qui a plus de 20 unités. Donc, le scoring, il est très très bien réparti. On a 4 joueurs qui terminent à presque 20 points. Parce que les autres, ils sont à 18. White à 18, Tatum à 18. Mais avec presque Tatum qui termine presque en triple-double. Donc, c'est ça. En fait, Boston a joué en équipe et ils n'ont pas beaucoup forcé, en fait. Ils ont juste réussi à faire déjouer Dallas. C'est ce que Dallas devrait réussir. C'est-à-dire que faire de sorte que amener Boston à défendre sur les grands ou bien à défendre sur les deux pauvres forwards là, que ce soit Derrick Jones Jr. ou P.J. Washington. Parce que je trouve que Boston arrive à jouer jusqu'en 4e quart-temps sans avoir de full trouble. Et sur une finale, pour moi, c'est quand même trop easy. Bon, je suis d'accord. J'embraye sur ce que tu dis, hein, c'est vrai. Hein. Donc, je trouve que globalement, les équipes, ils sont pas trop allés sur la ligne des lancers francs. Hein. Dallas est parti 24 fois sur la ligne des lancers francs et Boston 20 fois. Boston, ils ont eu 15 fautes et Dallas 17 fautes. Je trouve que ce n'est pas trop beaucoup, ce n'est pas beaucoup du moins. Mais, quand même. Donc, je vais redonner le score. C'est 105 à 98. Donc, en gros, il y a plus 7 pour Boston à la fin du match. Tu sais, Dallas, ils ont raté combien de lancers francs? Dallas, ils ont raté 8 lancers francs. Luka, à lui tout seul, il a raté 4 lancers francs. Pour un gars qui te tape des fadeaway, qui te prend des shoots à 9 mètres, qui met des shoots diaboliques, mais je comprends pas comment Luka a quand même peut rater 4 lancers francs dans une match de finale NBA. Je trouve ça aussi, c'est problématique. Il y a de la fébrilité. Et bon, après aussi, on joue à l'extérieur, la salle de Boston, on connaît, tout ça. Mais pour un grand joueur, tu as raison, pour un grand joueur comme lui, c'est trop sur les finales. On ne peut pas rater autant de lancers francs sur les finales. On peut en laisser un ou deux en route, mais pas autant. Et il n'y a pas que lui. S'il n'y avait que lui qui en avait raté, mais là, ça fait 8 lancers francs, ça fait quand même beaucoup. Après, quand tu termines le match avec 7 points d'écart, au bout du compte, c'est pesant, quoi. Ça a joué sur ce game. Ils doivent globalement retrouver de l'adresse et être un peu plus saignants. Mais surtout, sur un game 2, ils doivent être un peu plus agressifs parce qu'on doit amener au moins, certes, les joueurs majeurs de Boston à avoir au moins des problèmes de faute, au moins sur le 4e quart-temps. Boston continue à faire une bonne pression défensive, mais ils ne sont pas provoqués et on n'arrive pas à leur faire prendre quelques fautes. Tu n'es pas à droite, tu n'arrives pas à provoquer, à être agressif pour provoquer des fautes sur la défense adverse. Mais là, ce sera difficile de gagner un match. Et on sera obligé de nous interroger sur le fait que est-ce que tant que les games se termineront aux alentours des 100 points ou bien à moins de 100 points, est-ce que Dallas pourra gagner un match en marquant moins de 100 points? Bon, ça sera une vraie interrogation. Bon, ça c'est vrai, hein, parce que le premier match, Dallas met 89 points. Le deuxième match, Dallas met 98 points. Et à chaque fois, c'est sous la barre des 100 points.
Et tous les deux matchs, le point commun, c'est que Dallas a perdu. Donc, ça veut dire que Dallas n'arrive pas à gagner un match défensif. Donc, ça aussi, c'est un point à retenir et je trouve que, c'est un peu compliqué. Mais pourtant, je trouve que Gafford, en deuxième mi-temps, il fait un grand match quand même. Je trouve qu'il a été agressif en seconde mi-temps. Il a dû mettre au moins 9 points, je pense. On n'a pas beaucoup servi, on n'a pas beaucoup insisté sur lui. C'est ce que je disais. On n'a pas beaucoup insisté sur lui. Bon, après, Lively, sur ce match, il n'a pas été trop à la fête. Non seulement il ne score pas, mais après, il fait beaucoup de mauvais choix en défense, un peu de précipitation. Il doit être un peu plus patient. Voilà, il fait quelques fautes qui les plombent sur des attaques. Une attaque, on commence à mettre en place une attaque. Il fait une faute sur pose d'écran ou bien une faute offensive. Donc, ce sont des petites choses qui font que Dallas n'arrive pas à mettre en place son jeu et à imprimer son tempo. Donc, il faut corriger sur toutes ces petites choses-là et s'améliorer là-dessus. Bon, c'est vrai que Lively, il est en train de prendre le mur de rookie là, comme on dit en anglais, de rookie wall en pleine figure. D'habitude, les rookies le prennent souvent historiquement en deuxième partie de saison, mais lui quand même, il a bourlingué un peu avec le mur et il l'a pris en fin de saison. Moi, je trouve qu'on va pas trop lui en vouloir. C'est un rookie. Il a ramené Dallas en finale. Bon, je trouve que, il fait globalement le taf, même si en finale, il est globalement perdu. De ses standards. Voilà. Maintenant, j'ai une question à te demander. Il y a faute ou il n'y a pas faute sur l'action litigieuse là? Donc, faudrait que aussi je te remette dans le contexte. Drew Holiday, comme je t'ai dit, 3 points, bang, il donne, je pense, 14 points d'avance à Boston. Et derrière, Dallas défend bien et fait un run de 9-0, je pense, ou de 8-0. Et ils reviennent à -5. L'action, il y a Tatum qui drive, qui veut claquer un dunk. Je pense que c'est Luka Doncic, je pense qu'il le compte, qui récupère le ballon. Contre-attaque pour Kyrie, bounce pass pour PG Washington. Là, je me suis levé là. Parce que moi, je voulais que Dallas gagne pour qu'il y ait au moins du suspense. Bim, et il se fait contrer par White. En direct, on n'a rien vu. Derrière, il y a contre-attaque posée. Jaylen Brown qui prend le ballon. Je trouve que là-bas, comment il s'appelle, Maxi Kleber, il a eu une seconde d'hésitation. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Une seconde d'hésitation et Jaylen Brown, il a été intelligent. Il n'a pas forcé à 3 points. Il a attaqué le basket relativement facilement pour déposer un layup avec la planche et panier. Après, on a revu le replay, le ralenti. Moi, je pense qu'il y a faute. Pas faute avec White qui touche la main de... Comment il s'appelle encore? De PG Washington. Parce que dans la règle NBA de basket, apparemment, si tu touches une partie de la main avec le ballon, on considère que c'est le ballon. Mais je trouve quand même qu'il y a une petite poussette de Jaylen Brown qui déséquilibre PG Washington. Voilà, parce que je pense que c'est une faute. Donc, il y a une polémique. Donc, toi, en tant que coach, je ne sais pas ce que tu en penses. Non, en tant qu'observateur surtout. Mais parce que, en fait, j'aurais tendance à être d'accord avec toi parce que je trouve que quand même, le fait de poser la main sur un joueur qui se lève déjà, qui va au panier, qui se lève déjà pour essayer de claquer ou peut-être un dunk, tu ne peux pas lui mettre la main derrière le dos. Parce que la main, elle est appuyée, elle n'est pas appuyée. Il y a seul le joueur pour le savoir vraiment. Et ça peut grandement influer sur la concentration ou bien le fait de pouvoir jouer le panier et claquer son dunk facilement. White le contre peut-être. Mais vraiment, il y a faute de Jaylen Brown. Et donc, on devait être un peu plus, les arbitres devaient être un peu plus vigilants sur cette action par rapport à l'intervention de Jaylen Brown. Peut-être ils ont mis l'accent, ils sont plus focalisés sur là où il y avait le ballon en haut pour voir si le contre était propre ou pas. Mais je trouve que Jaylen Brown influence beaucoup le fait pour PG Washington d'avoir raté sa finition. Ok. Bon, moi, j'ai envie de revenir aussi sur l'action en fin de troisième quart-temps. Parce que Dallas était revenu à -6. Derrière, il y a Pitchard qui récupère le ballon. Je pense globalement que Derek Jones Jr. devait mieux défendre sur ça. Parce que dans un match
à 2-0, je pense que tu dois être concentré de la première minute à la 48e minute. Et là-bas, je pense qu'il a donné du temps à Pitchard de traverser la moitié de terrain et de balancer le shoot à 3 points. Je trouve pas que c'est une prière, hein, parce qu'il l'a fait, il l'a fait quelques fois, quoi. Et donc, ça a donné plus 9 à Boston. Et bah voilà. Maintenant, je vais donner quelques stats. Boston mène de 2-0. Depuis la création de la NBA, il y a que 5 équipes qui ont gagné le titre après avoir été menées à. Ils ont remonté un déficit de 2-0 en finale NBA. Voilà, donc il y a les Bucks en 2021 avec les Bucks de Giannis Antetokounmpo contre les Suns. Il y a les Cavs, évidemment. On peut dire même c'est 3-1 hein, contre les Warriors. Voilà, il y a eu le hit de 2006 avec un Dwayne Wade qui a été jordanesque, qui a tout tourné, je pense, à 40 points à partir du Game 3. Voilà, qui a battu le Dallas de comment il s'appelle encore, de Dirk Nowitzki. Après, bon, en 1977, il y a eu les Blazers contre les Sixers et Boston en 1969 contre LA. Donc là, Boston, 2-0. Game 3, c'est demain, mercredi soir, à domicile. On sait qu'en général, les role players se subliment à domicile ils ont moins de pression à domicile avec les spectateurs et tout ça. Ils sont un peu plus à l'aise. Le public est acquis à leur cause. Voilà, le public est acquis à leur cause. Penses-tu que Dallas peut revenir à 2-1 à domicile, sachant que s'ils prennent un 3-0, c'est foutu pour eux. Hein. Aucune équipe n'est jamais revenue après un 3-0, que ça soit en finale et que ça soit pendant les playoffs, dans tous les tours. C'est obligatoirement un Excuse-moi. Porzingis est blessé. Voilà, non, et semble-t-il out parce qu'il s'est blessé au genou. Il n'a pas joué les 5 dernières minutes du Game 2 là. Et on dit que là, il est blessé et peut-être qu'il ne va pas jouer. Donc, dans ton analyse, tu peux prendre en compte le fait que Porzingis ne va pas jouer. Oui, c'est une donnée importante qu'il faut intégrer parce que Porzingis, jusqu'ici, sur les minutes qu'il a jouées, il les a complètement bonifiées. Encore beaucoup plus lors du premier match, mais tout à fait aussi lors du deuxième match. Même quand il entre, toutes ses possessions, il les bonifie. C'est soit panier, soit il provoque des fautes. Et donc, donc son adresse et son efficience sur les minutes qu'il joue va peut-être manquer à Boston. Et donc, c'est une donnée à intégrer. Mais revenons-en au fait que le Game 3, c'est un must-win pour Dallas. Dallas va jouer à domicile. Dallas doit gagner ce match. Comme tu l'as dit, aucune équipe n'a jamais remonté un déficit de 3-0 sur des finales NBA. Dallas sera à domicile. Dallas doit obligatoirement gagner. Et moi, je pense que Dallas a quand même les cartes pour gagner. On a craint par moment le blowout, surtout lors du premier match. Après, peut-être, le match se finit relativement bon. C'était difficile, c'était déjà acquis. Bon, après, Dallas a essayé de relativement bien terminer le match. Sur ce deuxième match, il y avait la place, mais Dallas, du fait des déficits ou bien des impairs qu'on a déjà analysés, les pertes de balles, le manque d'adresse, Dallas a fini par perdre le game. Game 3, ils seront à domicile. Il y aura l'apport du public. Et comme tu l'as dit en général, et moi j'attends un réveil de Kyrie parce que pour moi, Kyrie n'est pas encore vraiment entré dans cette finale. Il sera à domicile, on verra. Il se fait bouffer par Jrue. Non. Là, vraiment, il se fait éteindre par Boston. Donc, il faut qu'il entre dans le match. Et les autres joueurs du 5 majeur ou bien le banc de Dallas doit quand même avoir un apport beaucoup plus substantiel. Non, Dallas doit impérativement gagner. Moi, je mettrai une petite pièce sur Dallas. Je pense qu'à domicile, ils vont nous mettre un 2-1. Ne serait-ce que pour mettre du piquant dans l'affaire et puis nous permettre de vivre des finales un peu plus sensationnelles, quoi. Parce qu'à 3-0, on sait que ça va être très, très compliqué, quoi. Bon, Kyrie, on l'a vu à la fin du Game 2, lever les 5 doigts de la main pour signifier aux fans de Boston qu'il y aura un Game 5, hein. Voilà. Maintenant, depuis tout à l'heure, on est en train de dire que Dallas n'est pas bien au shoot, ne rentre pas ses tirs, donc voilà. Mais quoi qu'on dise, Boston aussi, ils sont pas trop adroits, hein. Ils sont pas terribles au field goal. Donc, dans ce match, globalement, Dallas a mieux shooté même que Boston. Dallas a fini à 47,5% au shoot,
alors que Boston a fini à 45,2. Et on parle du réveil de Kyrie, mais qu'en est-il du réveil de Tatum, hein? Parce que Tatum, 6 sur 22, il a raté ses shoots. Le premier match, il a tourné à 6 sur 16, il a raté 10 shoots. Donc en 2 matchs, il a tourné à combien? À 12, 22 plus 16, ça fait donc 12 sur 36. Donc, non, 12 sur 38. Donc, pour un joueur de sa trempe, je trouve que c'est médiocre quand même pour être gentil avec lui. Donc, du coup, on peut, si Kyrie se réveille et que Tatum se réveille, je pense que ça peut annihiler un peu comment on appelle ça encore? Ça se tient, quoi. Voilà, ça se tient. Mais les deux apports peuvent s'annihiler. Mais à la différence de Dallas, l'apport de Tatum sur les autres aspects du jeu fait que Boston n'a pas encore besoin d'un Tatum à droit à peut-être 50-60% globalement sur ses tirs. Donc ils peuvent survivre avec un Tatum qui n'est pas très adroit. Okay. Alors que moi, je trouve que Dallas ne peut pas survivre avec un Kyrie Irving autant en peine au niveau de l'adresse, parce que les autres n'en mettent pas, et donc lui, ils n'ont pas d'autres joueurs pour suppléer. Okay. Voilà, les joueurs qui ont montré de belles choses lors des premiers et deuxièmes tours ou bien des finales de conférence, là, ils sont vraiment à la peine. Et donc, Doncic a besoin de son lieutenant, si on peut dire. Alors que là-bas, les autres, le manque d'adresse de Tatum, il est largement compensé. Et Tatum, sur les autres aspects du jeu, notamment sur la création, là, il fatigue vraiment Dallas. Il est vraiment dans la création. Il prend beaucoup de rebonds défensifs, offensifs. Voilà, il est dans la fixation passe. Il apporte beaucoup d'autres choses, quoi. Ok, d'accord. Moi, je pense que la vidéo commence à être longue. Moi, je pense, comme tu l'as dit tantôt, on doit plus impliquer Gafford. Ok, il n'a pas de move, mais je pense que parce que eux, ce qu'ils font, ils font défendre Tatum sur Gafford. Comme ça, quand Gafford va poser le bloc, quand il y a switch, Doncic va se retrouver sur Tatum. Et quoi qu'on dise, Tatum c'est un grand défenseur, et donc du coup, Doncic il doit y aller à 2 ou 3 fois pour se défaire de lui. Moi, je pense qu'ils doivent servir Gafford, ils doivent servir surtout PJ Washington, moi que j'adore. Il a des moves PJ Washington, et surtout faire des systèmes où le gars qui va récupérer le ballon mais va driver avec force en rentrant in the paint. Donc du coup, c'est ça. Maintenant, quel est le MVP du match? Moi, c'est Drew. Maintenant, c'est Drew Holiday. Maintenant, quel est pour l'instant, quand les finales, supposons que les finales s'arrêtent au Game 2 là, quel est le MVP des finales? Non, le joueur le plus impactant, ce sera Doncic, sauf qu'il est dans la mauvaise équipe. Il est dans l'équipe qui perd. Là, sur les 2 games, et peut-être on peut aussi prendre en compte l'apport et les choses accomplies lors des premiers tours. C'est Brown qui est le joueur mais le premier des deux côtés. Pas pour les finales de conférence. Pour les NBA finales. Je sais, mais je suis en train de dire que Brown, ça dit, n'a pas baissé. Il monte crescendo depuis les playoffs. Là, il a gardé un niveau. Il est à un niveau de compétitivité qui est vraiment top. Aussi bien en défense qu'en attaque. Donc, du coup, ça veut dire que c'est Brown qui est ton MVP des finales pour l'instant? Pour l'instant, c'est lui qui tient la corde. Après, il reste quand même beaucoup de matchs. Les choses peuvent changer. Mais pour le moment, Brown, vraiment, il est vraiment impactant. Ok, d'accord. Donc, la famille, voici un peu notre débrief du game. Et n'hésitez pas dans les commentaires d'apporter votre contribution. Et donc, rendez-vous demain soir pour le Game 3. Et en espérant que Dallas gagne, parce que on n'a pas envie quand même d'un sweep. Voilà, on a envie que les finales durent un peu plus longtemps. Allez, big up et DJ. Mais big up la famille, et puis n'hésitez pas à nous laisser en commentaire vos impressions, et puis voilà, votre analyse aussi. On a besoin de votre regard, et puis
Ben, vivement un 2-1. Allez, ciao la famille.